côté sur le micro, qui soit fixe ou autre, on va le... Je vais reprendre, alors voilà, ça sera pas comme tout. Merci. Merci. Et donc on va passer la parole à Alain, à Claire, et juste sur l'autre dimension. Alors encore une fois je fais du foot teasing, parce que là l'idée là, c'est qu'est-ce qu'il en est. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur la problématique générale de la téléconsultation, déjà les choses bougent, il y a beaucoup d'espoir autour de ça. Maintenant, quelle est la réalité? Je dirais que c'est pas forcément ça. Hein. Qu'est-ce qu'il faut craindre ou adorer voilà. Autre truc là-dessus, est-ce que ça va être la solution aux déserts médicaux et autres et autres? Et alors je dirais, c'est là où je me permets de dire et de cafeter, pardon, je sais que le docteur Alain Acker a une double casquette, c'est-à-dire qu'il y a comme tous des vies et qui sont des vies parallèles. Et donc à côté de son exercice professionnel, je vais dire classique au sein des Ramed, qui a été avant au sein de Disney et au sein de Orano, Areva, voilà. Il habite aussi à Corrèze, c'est ça, voilà. Et donc en Corrèze, il n'y a pas énormément de médecins, voilà, et même type de problématique des déserts médicaux. Autre chose aussi, qui sera un truc qu'on peut avoir en tête, c'est est-ce que la téléconsultation va changer la relation entre la relation médecin, donc ça sera un peu une question pour vous, pour tous les deux. Et puis quand même, rappelez-vous, il y a un an, quand a été lancée la téléconsultation en France, l'objectif c'était 500 000, l'objectif affiché c'était 500 000 téléconsultations. On est en train d'arriver à 60 000 et encore en ayant mais avec encore une fois, et pardon de dire les choses, mais de temps en temps des grands coups de frein, puisque je ne sais pas si vous avez suivi, mais en mai-juin dernier, le Conseil d'État, après diverses veilles juridiques et judiciaires diverses, a permis de donner un coup de frein et de refuser le remboursement de consultation, parce que le médecin, on marche sur la tête, hein, la Libye, c'était, enfin la raison. La raison officielle, c'était que le médecin qui était au bout du système de télémédecine n'était pas dans le même département. C'est intéressant quand même, géographiquement. Donc, alors, c'est des soubresauts judiciaires, malheureusement, ça fait qu'on est à 60 000 et pas aux 500 000 globalement affichés. Et la question, alors là je vous sors un truc de presse qui est sorti il y a quelques 3 semaines, c'est est-ce qu'on va passer à la visite médicale dans une capsule? Alors tout à l'heure on aura le droit de la capsule qui est présent à la table et qui va nous dire comment est-ce qu'une capsule ou pas. Et donc toutes les questions, c'est qui sont assez représentatives de ce qu'on a vu dire là, c'est quelles sont les possibilités d'avoir technique, quels sont les changements, qu'est-ce que ça va avoir globalement comme impact. Et donc Alain, docteur Acker, c'est à vous sur Eramet. Alors je suis, comme dirait c'est moi les appels, hein, donc vous dites quand je t'appelle sur vous. Ok, donc je vais un peu parler de notre expérience, mais en préalable quelques chiffres, et puis je pense que dans mon discours ça répondra un petit peu aux interrogations de collègue infirmière qui est intervenu tout à l'heure, parce que c'est aussi un monde en pleine mutation, et le monde de la santé en général aujourd'hui est en pleine mutation, et on connaît les moteurs de cette mutation qui sont la réaffection de la ressource médicale. Pour rappel, on était 6 000 médecins, il y avait 6 000 médecins du travail dans les années 2000-2010. Dernier chiffre à date que j'ai vu, c'est 3 850 et quelques, avec 60 à 70%, je crois, qui ont plus de 55 ans. Donc on va dans le mur, réellement, on va dans le mur du côté de la prévention des accidents au milieu de travail. Et par rapport à même si on fait comme au Japon où la retraite est à 80 années. Alors ce qui a permis de diluer cette arrivée du mur justement, c'est qu'on a beaucoup de médecins qui prolongent leur activité sur du temps partiel. On a beaucoup de médecins aujourd'hui, tant en médecine salariée que médecine libérale, qui exercent au-delà de 70 ans. Je crois que le médecin le plus âgé en France, il doit avoir 88 ans. En milieu libéral, et aux États-Unis, on a même trouvé un qui avait 100 ans, je crois, qui exerçait en tant que médecin généraliste. Donc on voit que ça se décale, mais le mur arrive quand même, parce que l'inertie, elle est de 15 à 20 ans pour reconstruire une population, une génération de médecins. Donc ça, c'est le premier moteur. Le deuxième moteur, c'est que les générations de médecins qui arrivent, elles ne veulent plus travailler comme les médecins
je dirais de ma génération, hélas. Pourquoi? Parce qu'on a estimé que pour faire le travail d'un médecin de ma génération, il fallait 1,8 ETP, médecin de nouvelle génération. Donc ça aggrave, ça double encore le déficit qu'on a mesuré. Et puis, il y a un troisième moteur qui est l'attente de la patientèle, l'attente des salariés en termes de santé, la connaissance que les patients ont via les réseaux Internet et autres. Et donc, dans tout ça, en couche supplémentaire, c'est la digitalisation des données, des data en général. Qu'est-ce qu'on en fait, comment on les utilise. Il faut que ce soit des systèmes experts au service du médecin et qu'on arrête de travailler papier-crayon dans son cabinet. C'est évident. Mais je donne une information et un chiffre pour compléter ce que vous dites, qui est assez marrant. On trouve toujours le citoyen, l'individu en avant. C'est par exemple en ce moment, c'est en train de se mettre en place le dossier médical partagé du Pékin de Bras qu'on est tous. Et ce que nous disaient, ils sont très très étonnés, c'est que ce qui pousse le médecin à rentrer les données à 45%, c'est parce que qu'il a l'épée dans les reins par son patient qui lui dit mais moi je veux mon truc, donc ma synthèse de machin, on n'en est pas encore là. Mais voilà, le chiffre c'est ça. Alors c'est vrai que les médecins ont du mal à rentrer sur cette vague digitale, c'est un constat, il n'y a pas de doute. Et l'État, pour les mettre sous pression, rajoute des couches obligatoires en légiférant sur les maisons de santé, en légiférant sur la santé au travail, en légiférant sur maintenant les communautés professionnelles territoriales de santé, etc. etc. Donc, comme ils sont le nez dans le guidon parce que la population baisse et il faut bien voir les patients, et quand on a des malades, il faut bien les voir avant de s'occuper de la saisie des données, on voit qu'on est dans un système, à un moment donné, qui a ses limites. Donc par rapport à tout ça, il y a une réflexion qu'on a engagée au sein des RAMED. Alors rapidement, voilà, je vais passer sur le groupe RAMED, c'est un groupe français lié métallurgique, il y a deux divisions, division mines-métaux, qui a des mines historiques en Nouvelle-Calédonie de nickel, au Gabon de manganèse, et qui développe des projets miniers en Argentine actuellement, notamment sur le lithium, qui fait partie des métaux de la transition énergétique, voire peut-être au Cameroun, peut-être dans d'autres pays, par rapport au cobalt, enfin tous les métaux qui rentrent dans la transition énergétique. La deuxième division, c'est l'alliage haute performance, donc c'est tous les alliages métaux qui permettent, qui sont distribués dans l'industrie aéronautique, énergétique, nucléaire, avec des usines Aubert-Duval, Clermont-Ferrand, le siège historique des anciens, c'est à côté de Clermont-Ferrand, Bagné, et puis d'autres sites autour de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc c'est aujourd'hui 13 000 salariés, 6 000 en France. En France, un service de santé au travail que j'ai construit, oui le prochain, voilà, un service de santé au travail que j'ai construit en arrivant il y a 3 ans dans le groupe à la fonction de médecin conseil. J'avais pour mission de mettre en place une structure d'organisation santé au travail qu'on a construit autour d'un service dit autonome de groupe, c'est-à-dire une seule entité, des médecins salariés, des infirmières salariées, qu'on a gonflé en termes d'effectifs avec un contrôle social qui est fait au niveau central par exemple. Voilà, donc ça marche très bien, l'agrément a été obtenu, on est parti pour 5 ans, on a une équipe médicale homogène, il suffit de l'animer maintenant, et d'ailleurs, ce système permet aussi d'entraîner les équipes de santé vers des projets uniques. Télémédecine, téléconsultation, téléexpertise, on peut entraîner dans une entreprise aller vers ces solutions à condition d'avoir une équipe médicale qui suit. Et équipe médicale qui suit, ça veut dire un management, une organisation, une coordination sans fin. Donc c'était impossible auparavant, maintenant on y arrive parce que c'est structuré de cette façon. Voilà. Alors justement, au sein de tout ça, qu'est-ce qui vous a amené à d'abord à regarder, parce que j'imagine que vous en avez regardé tout un tas, et à choisir cette solution de télédiagnostic et téléconsultation? Oui, alors voilà, la question, la construction du service santé, elle a été faite, on a trouvé des compétences, on a structuré, on a organisé, on a fait des protocoles, etc. Mais on s'est vite trouvé face à des difficultés. Et je vais prendre un exemple pratique.
Le service de groupe est construit sur 3 régions, la région Nord, la région Auvergne-Rhône-Alpes, les paliers, et il est assez centralisé. Sur la région Nord, ça veut dire Paris, siège, holding, 400 salariés, Grenelle, actuellement, avenue Grenelle. Le siège de Trappes, qui est le centre de recherche du groupe, 200 salariés, donc déjà une distance, pas en kilomètres, mais en temps, on est en région parisienne. Et ensuite, rattaché à ce secteur Nord, les usines de Sandouville-Le Havre donc, et les usines de Dunkerque, qui traitent l'une le nickel, l'autre le manganèse. Un seul médecin, parce qu'avec sur l'ensemble de ce périmètre 900 salariés, donc on ne pouvait pas, on avait un effectif quand même minimal, à 900 c'est peu par rapport aux entreprises en plus, et 2 infirmières de santé au travail, une à Paris, une au Havre. Mais que faire quand on a le médecin à Trappes, une demande sur Sandouville et une demande sur Paris? Le médecin ne peut pas s'agiter tous les jours et courir d'un site à l'autre, c'était pas possible. Donc on a réfléchi, alors d'abord on s'est dit Skype, WhatsApp, tous les outils qu'on connaît, etc. Mais vite est venu le problème de la confidentialité des données, le RGPD qui généralement touche par-dessus, la CNIL, etc. Donc on s'est tourné, et moi j'ai recherché des solutions, et je suis tombé sur la solution de la téléconsultation, c'est-à-dire la consultation à distance, médecin par exemple à Trappes, et salarié sur le siège Grenelle. Et avec ce projet qu'on a construit, eh bien, on a décidé au mois d'avril de cette année de mettre en place une télécabine sur le siège Grenelle pour permettre d'avoir 3 axes finalement. C'est peut-être le seul sous je ne sais plus ce qu'il y a de... Non, il n'y a plus, d'accord. Oui. Après, c'est Arnaud, mais qui a d'ailleurs tous les droits donc, aussi de commencer à... 3 axes sur cette cabine mise en place à Grenelle. C'est le premier axe, un outil pour le médecin du travail avec l'infirmière en santé au travail qui permet de faire les examens à distance et qui permet, lorsque le médecin est attrapé à Sandouville, d'avoir un contact direct avec le salarié et de donner un avis médical sur une reprise de travail, une aptitude temporaire, etc., etc. Deuxième axe, c'est les salariés arrivent à Grenelle, ils ont un problème de santé en période épidémique, gastro, grippe, rhino, tout ce que vous voulez, céphalie, etc. Eh bien, ils prennent un rendez-vous directement dans la cabine et ils ont accès à un médecin traitant qui remplace le médecin directement de recours parce que celui-ci n'est pas disponible. Donc, ils ont un médecin de ville en face d'eux dans la cabine qui fait un diagnostic et qui délivre, si besoin, une ordonnance. Donc pour eux, gain de temps, pas de contamination de l'environnement, parce que s'il reste 2 jours en attendant de voir le médecin, ils vont contaminer tout le monde, et pas d'absentéisme, diminution d'absentéisme. Donc par rapport, on a beaucoup de cadres au niveau de Grenelle, beaucoup de dirigeants, donc par rapport à leur travail, ça fluidifie, je dirais, le travail et les missions qu'ils ont. Et la 3e mission, c'est ouverture de la cabine pour faire des check-ups, c'est-à-dire pour s'auto-surveiller en termes de santé. Je surveille ma tension, je fais du sport, je surveille mon poids, mon IMC, etc., etc. J'ai des outils qui me permettent de faire de l'autosurveillance que je transmets à mon médecin traitant ou à mon médecin du travail si je le veux. Parce que du coup, les 3 systèmes sont bien cloisonnés. Voilà, donc on est arrivé à cette conclusion, on a mis en place, et la perspective qu'on se donne, c'est nous avons des sites isolés. Nous avons des sites isolés à l'étranger. Le Gabon n'a pas d'organisation santé aujourd'hui performante, malheureusement. Donc on a mis en place une structure hospitalière à côté de notre du Gabon, au centre du Gabon, mais on est limité en termes techniques. Donc il nous fallait une télé-expertise. La télé, pourquoi? Parce que les consultations spécialisées, nos salariés, on les envoyait à Libreville, c'était à 800 km aller, 800 km retour. Donc vous voyez un petit peu on est passé à scanner, plus le nomadisme qui existe dans ces pays, le nomadisme médical qui existe dans ces pays-là, vous voyez qu'on était sous-performant par rapport à l'efficacité d'un système de santé. Donc on s'est dit, télé-expertise, c'est un enjeu pour nous, et ça va rassurer nos expatriés. On a des projets d'extension au Gabon. Les expatriés ou les missionnaires, ils se disent, quand on part au Gabon avec ma famille, avec mes enfants, etc., j'ai pas de pédiatre, pas de gynéco, j'ai personne, etc. Comment je fais? Ben là, on a un lien rapide, puisque c'est le flux Internet,
avec un médecin spécialiste, et ça rassure cette population. Donc ce projet, on l'a aujourd'hui en cours de déploiement. J'espère qu'on va pouvoir, d'ici la fin de l'année, donner le go de la mise en œuvre sur notre filiale gabonaise à Comiogne, et on verra, on fera un retour d'expérience. Alors pour terminer, on a d'autres projets, hein, on a l'Argentine, on y pense, on a la Nouvelle-Calédonie, on y pense aussi. Ce qu'on veut faire aussi, c'est des points d'arrêt périodiques pour se dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'on doit améliorer. Parce que c'est pas non plus forcément des solutions sur étagère, on déploie et on appuie sur... c'est pas du plug and play. Donc il faut aussi qu'on en fasse un retour d'expérience et qu'on améliore, qu'on adapte nos dispositifs par rapport à la structure d'entreprise, par rapport à la demande. Ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, il faut surtout, et je le dis à chaque fois, ça ne remplace pas tout ce que l'on fait en termes de santé. Le dialogue singulier entre un praticien en face à face, il doit toujours exister, mais comme les praticiens sont de plus en plus rares, il doit exister pour les cas qui le nécessitent. Et là, du coup, s'inscrivent les infirmières, les professions intermédiaires entre le médecin et le manager. Ce qui se pratique dans d'autres pays que la France. Hein. Par exemple, ailleurs, et notamment en Angleterre, les infirmières ont des pouvoirs, j'allais dire, légaux beaucoup plus ouverts. Alors, on commence à réfléchir, on parle d'infirmières en pratique avancée maintenant, qui vont s'insérer entre l'infirmière, je dirais, niveau licence aujourd'hui, puisque on s'est toujours dit en France, les infirmières sont au niveau, je dirais, licence. Si je peux me permettre, c'est l'éternelle obsession française, je dis vous. Ah oui. Enfin, pardon. Oui, alors après, il y a l'expérience professionnelle. Un peu séditieuse de ce côté-là. Mais malheureusement, on délègue aux médecins tout ce qui existe entre l'infirmière et la responsabilité. Donc à un moment donné, il faut déléguer un certain nombre de tâches à des gens qui sont formés à d'autres ces tâches. Pardon pour les deux médecins qui sont là, parce que enfin, je suis un peu loin, ils ne vont pas me taper, mais c'est pas, la santé n'est pas la propriété des médecins. Alors on va passer la parole au grand maître des capsules, si je peux me permettre.